Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission de jeudi 18 mai 2023. On se retrouve avec une map dans le vert, mis à part PP qui est toujours en recul, moins 8%, et quelques autres comme Casper, UOB Token et LRC. Pourtant, ces jours-ci, il avait un peu poussé. Et ça se passe en ce moment plutôt du côté de RNDR, avec un plus 18%, Kava plus 5 quasi, AAV, Lido, Axie Infinity, qui a emporté avec lui tout le côté gaming. On avait Gala aussi qui ont burn énormément de tokens. Donc en ce moment, voilà, on avait un tout petit sursaut du côté de tout ce qui était un peu gaming et tokens qui sont liés de près ou de loin à cet écosystème, parfois nommé aussi de métaverse. Donc au niveau de la map, bon, on est plus ou moins à l'équilibre, hein. On voit qu'on n'a pas de grosses performances, en tout cas sur ce top 25, ni en recul, ni en positif. Et on a le Lido Token qui revient à la 25e place, toujours 2 milliards de capitalisation, mine de rien, 2,28 $, et une très très belle traction puisqu'on est sur plus 26% sur la dernière semaine. Dès qu'il y a un gros dip du côté de Lido, c'est souvent racheté et ça se passe vraiment plutôt pas mal pour, on va dire, un des top tiers projets qui est vu le jour concernant tout ce qui est liquid staking et qui a permis notamment à bon nombre d'entre nous de rentrer sur les STETH lorsqu'il y a eu donc la possibilité de le faire bien en amont de toutes les mises à jour qu'a connu le réseau Ethereum. Au niveau du 4 heures, donc 27 200. Pour l'instant, on n'arrive pas à reprendre les 27 500. On a un point pivot autour de 27,3 approximativement qui pourrait nous permettre dans un premier temps de rallier 28,2 et ensuite de retoucher pourquoi pas la trend autour de 29,5 à 30 000. En tout cas, pour l'instant, voilà, c'est un peu faiblard, c'est un peu mou du genou. C'est ce aussi à quoi on s'attendait peut-être à l'entame de cet été qui devrait arriver d'ici un mois approximativement, en juin. Je pense que cet été, il ne se passera pas grand-chose. On risque d'avoir de nouveau une période assez incertaine et de désintérêt quant à ce qui pourrait arriver à l'automne et notamment du côté des États-Unis. Et en tout cas, ce matin, on est de retour sur une neutralité parfaite au niveau du crypto Fear and Greed, pile poil sur 50. Le market order flow sur une recherche d'achat, mais on voit que ça bouge pas mal. C'est une fois de plus du côté de Coinbase qu'on a des ordres qui s'empilent pour les acheteurs entre 26,6 et 27 et pour les vendeurs entre 27,2 à 27 quasi 8. La map de liquidité toujours dans ce no man's land. On a la base en bas qui est sous les 26 000 et ensuite on part autour de 23, 21, un creux jusqu'à 20 et au nord, eh bien, on commence tout juste à voir apparaître quelques ordres, mais c'est assez sporadique autour de 30 000 $. Puis comme vous le savez, c'est autour de 31 et plus que ça commence un peu à se batailler. Crypto Goku avec Voyager Digital qui va restituer 35% de dépôts crypto à ses clients. Cela représente environ 1,33 milliard d'actifs crypto, la société qui met fin à ses activités après l'échec d'une tentative de rachat par Binance US. Les clients pourront effectuer des retraits et ce dès le 1er juin. Donc très très bonne nouvelle pour ceux qui étaient du côté de Voyager. En général en Europe on n'est pas trop à être dans ce bateau là, ça va plutôt être les États-Unis et consorts, mais bon, pourquoi pas. Coins.fr, l'émetteur de l'USDT, allouera jusqu'à 15% de ses bénéfices à l'achat de Bitcoin. Tether qui détient déjà 1,5 milliard de dollars en BTC. Donc là on est vraiment sur un rouleau compresseur assez massif et avec cette arlésienne qui a duré depuis toutes ces années, vous avez dû la suivre vous aussi, de Tether et derrière l'éditeur qui était souvent décrié pour son opacité, le fait qu'il n'était pas totalement régulé aux États-Unis, qu'on n'avait pas des comptes transparents. On voit que derrière ça leur a quand même pas mal servi pour petit à petit pouvoir naviguer parfois en eau trouble mais arriver à destination et maintenant ils sont extrêmement profitables et je pense qu'à ce jour il n'y a plus peut-être l'ombre d'un doute, si toujours, mais quant aux réserves de Tether d'avoir la totalité des fonds qu'ils prétendent détenir. Le SP500 au niveau des statistiques, et vous savez à quel point je suis un homme de statistiques, c'est les 22 fois où on a eu une clôture sous les bandes de boulanger et nous sommes ici en mensuel au niveau du SP500. On remonte à 1872, imaginez-vous un peu le bail. Et là donc en septembre 2022, on avait eu une clôture effective sous les bandes de Bollinger mensuelles et d'un point de vue stats, c'est là où ça se complique pour nous, c'est que sur 22 itérations, il y a eu 21 fois où derrière il y a eu une baisse. Et là c'est totalement ce qui pourrait être en jeu puisque globalement on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé en fin d'année, mais on est quand même dans une pseudo-phase de récession pour les États-Unis, même si eux ont changé les termes, même si ça a l'air de se reprendre, même si les chiffres sont plutôt encourageants. À partir du moment où la Fed va pivoter, en général, statistiquement, historiquement, toujours en fonction voilà, de
de ce qu'on peut observer sur le SP500 depuis parfois plus d'une centaine d'années. Et effectivement, on a tendance à avoir un peu plus de baisse à partir du moment où la Fed pivote. Donc est-ce qu'on va faire partie de ces deux, on va dire, exceptions qui confirment la règle sur 22 itérations, donc ça sera la 23e. Voilà, comme d'habitude, je préfère me placer du côté des statistiques et c'est quelque chose qui renforce un peu le sentiment pessimiste, je pense, pour ce moment où la Fed va revenir à la réalité et le marché devra lui aussi suivre cette réalité. On verra comment ça va se matérialiser. Rien ne sert, voilà, de mettre la charrue avant les bœufs ou quoi que ce soit, mais juste d'être un peu plus sur la retenue quant à l'été et l'automne 2023. Si tout repart en boule, qu'on a le SP500 qui franchit ses 4200 points et que ça fait le feu d'artifice, vous inquiétez pas qu'on aura bien assez le temps à la fois pour s'en rendre compte et pour continuer de monter dans ce train-là. Et pour ceux qui ont déjà accumulé et qui sont encore en train d'accumuler au niveau du marché crypto, comme d'habitude, rien ne sert de se précipiter. Il n'y a jamais de faux mots qui tiennent. Et Miles Dutcher qui nous partageait donc que le 1er juin, c'est dans pas si longtemps, dans une quinzaine de jours, les exchanges crypto à Hong Kong vont être habilités ou de moins autorisés à proposer à leurs clients des services crypto. Donc lui a fait une tier list ici de tous les tokens qui sont plus ou moins reliés à la partie asiatique. Je vous les donne à titre d'information, je ne sais absolument pas ce que ça vaut derrière, mais il a mis dans sa watchlist ACH, ASTR, donc on est du côté de Polkadot, CFX, Dant, DOT de Polkadot, iOS qui est à mon sens légèrement dead pour le coup, Filecoin, IOST, Kay, Clay, Lever, MDT, Mob, OKB de l'échangeur OKX, PHB et enfin Quantum avec le token QTUM. Donc là aussi, ça fait très longtemps que je suis pas retourné voir un peu ce qui se passait du côté des coins et tokens asiatiques. Donc ça peut être intéressant à observer de votre côté. Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui aiment bien spéculer à court terme. Après, je ne sais pas du tout ce qu'il en ressortira. Il a fait un trade un peu plus étayé que je vous invite à consulter si toutefois ce pan-là du marché crypto vous intéresse. Au niveau donc du Bitcoin en tant que tel, on est désormais à 76% de réalisé entre deux halvings, donc 24% qui nous séparent d'une date qui nous amène au printemps 2024. Là aussi, je ne peux pas encore vous donner une date précise puisque c'est en fonction du déroulement des blocs de la blockchain et du Bitcoin. On verra là aussi comment ça va s'ajuster en fonction de la difficulté jusqu'au prochain printemps, mais ça va être l'événement forcément de 2024 avec le second qui, d'un point de vue, on va dire, géopolitique et macro, sera celui de l'élection à l'automne 2024 du nouveau président des États-Unis. Apple qui autorise Axie Infinity sur son App Store iOS, donc le token AXS qui a bien pris hier et immédiatement Gala, on a eu Sandbox, on a eu Mana Decentraland, voilà, j'essaie de me remémorer comme ça rapido presto de tête, mais vous avez tout le domaine qui a repris un peu de ferveur du coup. Et Apple, quand on sait à quel point ils sont très difficiles quant à tout ce qui est achat in-app et surtout autour des cryptos, c'est une très bonne nouvelle effectivement pour tous ceux qui s'intéressent au domaine de près ou de loin. On a les 1 million d'adresses qui hold désormais plus d'un Bitcoin qui ont franchi justement ce seuil. Donc on peut constater que depuis juillet 2018 où on était plus ou moins à 700 000 adresses, eh bien on a pris à peu près 300 000. Ça prend son temps puisque un Bitcoin entier c'est quand même 27 000 $, c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais quand même on a une accélération qui est assez vertigineuse, tandis que entre janvier 2020 à janvier 2022, pendant 2 ans, on était entre 780 000 à peu près 850 000, je dirais, à vue d'œil, et là on est passé très rapidement de ces fameux 850 000 à 1 million d'adresses qui hold au moins un Bitcoin. Alors après, comme d'habitude, on peut toujours se dire oui, mais c'est pas forcément de l'adoption, il y a peut-être 100 personnes qui ont 100 adresses chacune avec un Bitcoin, etc. Mais c'est vrai que là, on a quand même une accélération qui est assez exponentielle depuis, on va dire, une bonne année. Et curieux de voir ce que ça pourra donner donc sur 1 ou 2 ans Revolut Plus. Ça va être des data on-chain qui vont donner le ton pour le prochain cycle. Après les révélations un peu chaotiques de la part de Ledger, donc on avait déjà traité du sujet avec l'énorme vidéo qui est disponible sur la chaîne principale. Vous pouvez la consulter si vous ne l'avez pas encore vue. On a reçu le CTO de Ledger directement
vraiment qui a répondu à toutes les questions, même les questions les plus fâcheuses. Vous avez en plus un thread de From Zero to Decay, un énorme maxi thread de Hawk Invest avec je sais pas combien de posts, mais voilà, ils ont traité du sujet de fond en comble. Hawk Invest que je vous invite à suivre du côté de Twitter, puisqu'ils partagent du très bon contenu, et c'est des threads qui peuvent paraître difficiles à digérer en apparence, mais c'est toujours très bien vulgarisé et toujours très long dans la démarche qu'ils ont à cœur et à souhait de vulgariser et d'éduquer au niveau du domaine, donc on ne peut que les recommander. Avec CryptoGoku, l'Union européenne adopte le règlement sur les marchés des cryptoactifs MiCA, exigeant une identification pour toutes les transactions crypto, et ce dans les 27 États membres de l'Union européenne. Elle vise à harmoniser toutes les lois sur les cryptos, donc on va voir ce que ça donnera pour les 27 pays États membres, mais c'est vrai qu'on va avoir quand même une régulation très complexe, très difficile, et ça rejoint un peu le sujet et la question qu'on a posée au CTO de Ledger, de si un jour on a tout simplement d'un point de vue étatique ou d'un point de vue justice quelques requêtes que ce soit, ils vont être obligés de collaborer derrière, et au plus on aura fait des KYC, au plus ça sera très facile finalement de retrouver quelle transaction a fait quoi, avec qui, pourquoi, comment. Donc c'est aussi ça un peu en ce moment qui fait grincer des dents par rapport à ce aussi sur quoi a été conçu à la base cet univers et philosophie un peu cypherpunk, les cryptos comme Bitcoin. Donc je sais pas trop la collusion, ce que ça va donner entre ces deux mondes-là, le monde régulation État et le monde où on veut nous aussi garder notre vie privée et garder cet esprit cypherpunk des débuts au niveau du Bitcoin. Voilà, c'est deux mondes complètement à l'opposé, deux philosophies complètement à l'opposé. Je ne sais pas du tout comment ça va finir, mais il y a quelque chose, un sous-jacent qui risque un peu de s'affronter, et encore pendant pas mal de temps. Je reviens pas donc sur Dan CryptoTrade qui disait Mana, Gala, Sand et AXS qui ont bien pump effectivement sur News, et c'était une bonne nouvelle. On a Mon Pèlerin qui continue de faire de très bonnes choses, puisque quand le réseau Ether a propulsé bien trop de fees à cause de son utilisation via les mêmes coins, etc., eh bien c'était beaucoup monté, et là désormais on a un retour donc à la normale, que ça soit du côté de Ethereum ou de Bitcoin. Ils ne laissent pas haut leurs frais quand ça n'est pas nécessaire, il y a un ajustement permanent, et c'est une très bonne nouvelle, et un produit qui là aussi je pense a su séduire l'intégralité de la communauté crypto. Mon Pèlerin, on n'a jamais été sponsorisé ou quoi que ce soit, mais on ne peut que les recommander, puisque vraiment ils font du très très bon travail, et le tout dans l'esprit dont je viens de vous parler, en gardant les basiques et en permettant encore à ce jour de sortir 1000 $ par jour sans avoir de KYC ou 1000 CHF, enfin bref, au niveau de la conversion, vous vous débrouillez avec vos propres fiat, mais globalement c'est vrai que je sais pas combien de temps ça pourra durer encore ce genre de service, mais en tout cas non KYC, puisque derrière bien évidemment que Mon Pèlerin a un avenir radieux, je pense, d'un point de vue de son service, mais la vérification d'identité, je pense qu'on va pas y couper pendant bien longtemps. On a le réseau Chronos, donc pour la Chronos Chain de Crypto.com, qui a voté oui au niveau, je sais même pas si c'est une DAO ou quoi que ce soit, ça fait tellement longtemps que j'ai pas complètement suivi ce qui se passait du côté du réseau Cro en tant que tel. Je suis toujours holder de Cro, je suis toujours dans les grandes lignes ce que fait Crypto.com, mais clairement toutes les proposals, etc., j'ai pas du tout suivi. Donc là ils ont voté oui d'un point de vue communautaire pour burn 100 millions de Cro par an. Alors ça peut paraître énorme, mais ils en ont encore des milliards si je dis pas de bêtises. À la base ils avaient bloqué et en vue de burn 7 milliards sur 10 milliards, quelque chose dans ces eaux-là. À vérifier au niveau des chiffres, je vous parle de trucs qui datent désormais de 1 ou 2 ans en arrière, donc avec tout le flux d'informations qu'on se prend au niveau des cryptos, c'est difficile de se souvenir de tout. Toujours est-il, ils avaient réduit l'offre de 70%, c'est ce qu'il faut retenir, et là à ce jour, globalement ils vont retirer encore 100 millions de Cro par an, donc c'est une bonne nouvelle pour la rareté de ce jeton. On a les cycles donc avec toujours des centres traders, et ça c'est quelque chose de très très intéressant, puisqu'on a tendance à réagir exactement de la même façon depuis en tout cas ces 3 derniers cycles, incluant celui qu'on est en train de traverser, et c'est vrai qu'on est pile poil dans les zones un peu de micro-top, je sais pas comment on pourrait l'appeler exactement, qu'on avait connu précédemment entre les jours 1073 et 1094. Ceci étant dit, on avait en général eu un petit second rallye derrière entre les jours 1118 et 1127, donc vous voyez que c'est assez condensé, hein. Si on a des mouvements au niveau de ce mois de mai, ça risque d'être à chaque fois sur une dizaine de jours révolus, et donc
globalement, on va voir si on a aussi le fameux sell in May and go away. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. On a fait 31 000 sous les 26 000. Ouais, c'est bien ça, 25 800. Donc pour le moment, ça ressemble à s'y méprendre un peu à ce qu'on a fait sur les 2 cycles précédents. Avec Hunch.fr, Bitpanda qui a annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans sa nouvelle division dédiée à l'intelligence artificielle et sobrement baptisée Bitpanda AI. Donc là aussi, vous avez été quelques-uns à me demander est-ce qu'on peut désormais staker ses Ethers sur Bitpanda? La réponse est oui, mais que sur ordinateur pour l'instant pour les Français, et ça va pas tarder à arriver sur mobile puisqu'on vous le propose déjà sur mobile, mais au moment où vous voulez faire le geste, ça vous dit rendez-vous sur ordinateur. Donc je pense que c'est d'un point de vue technique que c'est pas tout à fait fini d'être implémenté. On avait Tommy Douziak qui nous faisait un peu de philosophie, mais qui est la bonne philosophie d'un investisseur en général, et que globalement en bourse, une des plus grandes erreurs, et je pense qu'on est tous passés par là, c'est de vendre trop tôt les gagnants et de conserver trop longtemps les perdants, et ça c'est tout à fait vrai. Il y en a qui iront jusqu'au boutiste en disant qu'il ne faut surtout pas renforcer les perdants, donc ce qui va à l'encontre même du DCA, je pense, de dire qu'on renforce à la baisse. Il y en a qui préfèrent renforcer à la hausse. Après, libre à chacun en fonction du marché de faire comme il veut, mais c'est vrai que la finalité et la philosophie derrière cette, on va dire, phrase, c'est aussi de se dire qu'il ne faut pas se marier à un actif, il ne faut pas coûte que coûte se mettre des œillères et dire ça va remonter un jour ou l'autre alors que le truc, ça fait 5 ans qu'il ne fait que baisser. Oui, je continue de DCA, c'est bon, un jour, quand en l'an de grâce 1000 machin, il se passera quelque chose avec l'alignement de Saturne ou de je ne sais quoi. Bref, vous avez compris, après on rentre dans un délire où la personne finit par s'auto-convaincre elle-même que voilà, on vit dans une dimension parallèle, et en général pour le portefeuille ça se passe pas très bien. Donc il faut être, je pense, à même de reconnaître ses forces, ses faiblesses sur les marchés, aussi sa psychologie propre que l'on découvre petit à petit au travers de ce qui se déroule donc au cours de sa vie d'investisseur, ou pour même ceux qui font un peu plus de trading actif. Et petit à petit, si on a cette honnêteté intellectuelle de faire le tri entre ce qui est bon pour nous, ce sur quoi on est mauvais, un peu meilleur, et de voir aussi en fonction des actifs sur lesquels on investit, de savoir reconnaître le bon grain et de faire le tri derrière en fonction aussi de ce qui se passe au travers du temps, puisque en gros c'est exactement comme on va dire un chart mathématique. Vous avez la droite du temps qui passe, vous avez vos investissements, et votre courbe normalement, si tout se passe bien, elle est censée progresser au travers du temps. Si vous constatez à un moment donné que vous faites du surplace ou voir que vous ne faites que perdre de l'argent, c'est peut-être qu'il y a quelques questions à commencer à se poser par rapport à la façon dont vous soit investissez, soit dont vous percevez vos propres investissements, et ça peut être bien de temps en temps de faire ce petit travail de réflexion de votre côté. Je reviens pas donc sur le staking pour Lido qui permet désormais de retirer les ETH face au fameux STETH, donc vous pouvez derrière les restaker, faire absolument tout ce que vous voulez, et ça se passe plutôt pas mal. Bonne nouvelle pour les aficionados de Cross the Edges, puisqu'il était top 1 au niveau du store iOS, si je dis pas de bêtises, et donc devant Clash Royale, Clash of Clans, Pokémon Go, League of Legends, Marvel et Hearthstone. Donc très très bonne nouvelle pour tous les DL et pour tous ceux qui ont découvert Cross the Edges. Ça fait extrêmement plaisir pour ce projet français, ce studio français qui a une portée désormais ultra internationale, et est curieux de voir sur le prochain cycle de hype ce que ça pourra donner, puisqu'ils sont déjà bien en place même au cours de cette fin de bear market. On finit avec 2-3 petites infos. Keiko qui met en avant que la corrélation BTC-ETH est au plus bas depuis novembre 2021, donc en gros ils sont en train chacun un peu de vivre leur propre vie. On va voir si Ether pourrait pas relancer quelque chose, mais pour l'instant c'est complètement plat. Et donc au niveau des charts, quand on dit prendre son mal en patience, une année encore jusqu'au halving, etc., on a Bob Lucas qui nous disait pour le SP500 qu'on pourrait avoir une fausse sortie autour de 4300 points et plus, et en retour ensuite sous les 4000 pour construire pourquoi pas le bull run de 2024 et au-delà, si toutefois c'était le scénario positif. Mais surtout un chart que j'ai trouvé plutôt pertinent de Income Charts qui reprenait le long range qu'on a eu entre de fin 2018, l'été 2018, à l'extraction qu'on a eu début 2021. Donc on était plus ou moins entre 400 milliards et en bas, j'ai pas le référentiel exactement, on devait être autour de 80 à 100 milliards sur les points bas précédents, peut-être 40. Mais bon, globalement, ce qu'il faut en retenir, c'est que si on était sur la même timeline qu'on avait eu entre 2018 et 2021, on pourrait se retrouver à faire le yo-yo
yo-yo sur Bitcoin entre 20 et 30 000 $ jusqu'à l'été-automne 2024. Donc je sais pas si vous vous rendez compte pour les nerfs, pour ceux qui attendent des performances ou quoi que ce soit, qui sont déjà au bout de leur vie depuis 2021-2022 qu'on a entamé donc ce bear market. Voilà, il y a quand même quelque chose à prendre en considération au niveau du timing, c'est que quand on parle d'années, c'est des vraies années, c'est des années où le cours peut quasiment ne rien faire pendant des trimestres et des trimestres, et j'ai trouvé ça plutôt pertinent puisque on ne sait pas effectivement si ça va faire exactement pareil qu'à l'époque, si on va aller un peu plus bas, si on va aller un peu plus vite à la hausse ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose à prendre en considération puisque je pense qu'il y en a déjà qui sont mûrs à point et qui ne veulent plus attendre, et pourtant ça risque encore de durer un sacré moment. J'attaque par le Bitcoin en daily puisque je vais vous montrer dans un instant l'hebdomadaire aussi. En daily, on a méché tout juste la moyenne mobile 100 ici autour de 26 000 $, légèrement en dessous. On a une contraction du momentum du RSI, on a le MACD aussi qui est en train de se contracter au travers du temps, et pour la première fois depuis pas mal de temps au niveau du BTC, on a aussi backtesté la moyenne mobile 200 qui a fait office de support. C'est exactement ce qu'on voulait voir. Si jamais ça vient un peu en dessous, on a désormais la moyenne mobile 20 hebdo qui est autour de 25,2, 25,3. Donc normalement toute cette zone est censée se faire un peu front run, c'est ce qui est arrivé, et on n'est pas censé repasser en dessous. Inutile de vous dire qu'en termes de support, si jamais on perd 25,2, 25,3, d'autant plus en hebdomadaire, c'est la bérésina, on retourne à 20,22. C'est quasi une certitude. Donc là pour l'instant, on est plutôt pas mal foutu. On pourrait faire, comme on l'a souvent décrit, quelque chose qui s'apparenterait à un rounding bottom ici avec une épaule tête-épaule inversée, une première grande tasse avec une petite anse ou une consolidation comme ça directement en bull flag. C'est quelque chose qui parlera aux techniques, peut-être moins à d'autres, mais toujours est-il, d'un point de vue technique, c'est plutôt propre. On a quand même le MACD qui est en train de perdre son momentum haussier qu'on avait gagné et acquis depuis le point bas des 15 500. Donc attention, là sur ce mois de mai, on pourrait avoir encore un peu de volatilité, mais après je pense que ça risque de se calmer, et pourquoi pas avoir ce scénario un peu désastreux pour les nerfs, je dirais, que mettait en avant Income Sharks, de faire du yo-yo comme ça pendant des lustres et d'avoir la véritable période de désintérêt de nouveau, mais qui serait juste parfaite, un an supplémentaire jusqu'au halving pour pouvoir nous permettre de réaccumuler dans de bonnes conditions. Au niveau du crypto total, donc 1100 milliards ce matin, pareil, moyenne mobile 20, moyenne mobile 200, on est plutôt pas mal d'un point de vue support dynamique. Si jamais ça a lâché, on a la moyenne mobile 50 et le gros du volume profile autour de 963 milliards. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Mais là aussi, le momentum est en train de s'épuiser un peu au niveau du MACD. Donc c'est aussi un peu ce qui accrédite la thèse que le mouvement tel qu'on l'a connu depuis les 15 500 $ sur Bitcoin, en tout cas pour ce premier semestre 2023, serait peut-être en train de trouver son terme par rapport à cette hausse assez continue qu'on a pu connaître depuis le début d'année 2023. Je passe pas sur le crypto total 2 des altcoins puisque c'est exactement pareil que d'habitude, on est paqué pile au bon endroit, au bon moment, j'ai envie de dire, mais les alts pour l'instant ne font strictement rien, et c'est encore plus vrai sur le crypto total 3 où on est voilà, complètement à plat, moribond, il ne se passe absolument rien sur les altcoins, et bon, il y a eu quelques performances sur ce début 2023, on va pas dire le contraire, mais pour l'instant c'est toujours pas la famosa alt season tant escomptée. En tout cas le SP500 qui entame sa dernière consolidation, j'ai l'impression autour des 4158 hier, plus 1,19, on a eu de belles perfs, on a Tesla qui a pris quasi 5% en séance, Apple, Amazon, Microsoft, Google, Meta, voilà, tous les gros pontes continuent de draguer du pognon, et malgré tout, que nous réserve cet automne? C'est la question à 20 000, j'ai envie de dire, c'est ce qui risque de nous rendre très heureux et avec un peu plus de ronds sur nos comptes autour de l'automne, voire nous ruiner à nouveau un peu, et on ferait un pullback, je pense, multimarché au niveau du SP500 qui pourrait être à minima moins 10, et ensuite on attaque des moins 15 à une bonne moins 20, moins 25% si vraiment ça se gâtait et que d'un seul coup les marchés partaient en mode ça y est, c'est la récession to the moon inversée. Donc j'en attends beaucoup de cet automne niveau réponse et niveau timing, puisque nous quand même après l'année 2024, comme je viens de vous le décrire, aura bon nombre de milestones très importants pour nous, donc je pense que ça risque d'être intéressant l'année 2024. On est toujours sur un 2023 de transition, en tout cas pour l'instant nous en sommes là, et un SP500 qui d'un point de vue technique, en tout cas pour l'instant, si on mettait des œillères sur le macro, le géopolitique et la récession et tout
le tutti quanti. Là, d'un point de vue technique, on a l'impression que ça va break et accélérer comme jamais. Mais voilà, j'ai cette retenue où je me dis c'est un peu trop beau pour être vrai, on n'a pas vraiment eu mal au niveau du marché américain et c'est très bizarre comme sensation. 1826$ pour Ether sur une zone relativement clé, il ne faudrait pas perdre les 1007 je pense autour de la moyenne mobile 20 et ensuite on a la moyenne mobile 200 et 50 qui sont parfaitement alignés à 1510, 1515$, donc de très beaux supports, pas très éloignés de là où nous travaillons pour Ether et comme d'habitude après, on ne force personne à croire, mais il y a de beaux rendements malgré tout sur la blockchain Ethereum en Proof of Stake désormais à venir chercher au long terme. Et comme le disait une fois Bitcoin lors des masterclass, c'est quand même assez cool, même pour un fonds de gestion, de pouvoir se dire sur un actif qui, on l'espère tous, prendra de la valeur au travers du temps, on ne peut jamais en être sûr, mais d'avoir le fonds de gestion qui va dire « Ok, tous les ans, en plus, on imprime plus 5, plus 6% directement en sous-jacent. » C'est pas du faux dollar ou du rendement sorti de je ne sais où, c'est directement en sécurisant une blockchain, on a 5-6% par an et globalement, sur une dizaine d'années, ça fait un rendement pour un fonds de gestion qu'ils sont tout à fait aptes et à même de venir chercher dès lors que le seul frein pour l'instant pour eux, on aura une régulation claire du côté des États-Unis et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on n'a pas encore toutes ces vannes qui sont ouvertes, tout simplement. Donc, toutes les actions américaines, vous voyez, plus 6,26 pour MicroStrategy, Nvidia 3,30, Tesla 4,41, ça s'est très très bien clôturé hier. Est-ce qu'on va passer, ne pas passer, voilà, c'est là toute la question. En tout cas, on a un dollar qui continue d'un point de vue du momentum, d'un point de vue du RSI, sur le MACD aussi, de nous faire potentiellement un double creux. Donc si le dollar vient à accélérer, ça voudra dire qu'il y a une giga couille potentielle ailleurs. Donc comme je vous dis, il y en a un des deux qui ment. C'est pas le SP500 qui va partir en bull run et le dollar qui va le suivre. C'est soit le dollar monte et tout le reste se casse la gueule, soit le dollar baisse et tout le reste monte. Mais on va pas pouvoir avoir les deux en même temps et c'est ce qui me dérange un peu puisque là à court terme on a deux signaux qui sont totalement inversés. Le LTC donc qui a toujours une belle réaction et on est à 2 mois je crois de son propre halving. Le LTC qui est considéré comme le petit Bitcoin mais qui bien évidemment n'en a pas toute la splendeur. En tout cas c'est autour des $100 tout rond que tout se jouera pour LTC pour considérer une accélération un peu plus pentue, tandis que Bitcoin dominant c'est autour de 48. Là aussi ça ne bouge pas, donc toujours pas d'alt-season ou de quoi que ce soit dans ce style, mais malgré tout on est très haut perché en RSI, donc la technique voudrait que Bitcoin lâche un peu des parts de marché aux alts actuellement, surtout à partir du moment où il reste aussi longtemps à plat. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner sur cette fin de mois de mai, sur cette deuxième quinzaine, mais en tout cas pour l'instant nous en sommes là. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Pour ma part, je vous retrouve au cours du week-end et je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao.